Notre passion hollandaise, c'est avant tout la nature. Et qui dit nature dit animaux sauvages, chasse et pêche. Voilà. Et dans le sud de la France, notamment dans les Landes, évidemment, nous avons cette possibilité d'avoir et du gibier, la mer à proximité pour pêcher, et surtout la chasse avec ses traditions, qui sont essentiellement la chasse à la palombe, la chasse à la bécasse, voilà, et la chasse au gros gibier, évidemment, mais ça s'arrête au cerf. On ne va pas chez le rhinocéros. Je crois que nous ne faisons pas exception à la règle. On sait que pour l'essentiel, les jeunes qui viennent à la chasse, c'est essentiellement parce que les parents et les grands-parents chassaient et donc transmettent cette passion à leur descendance. Voilà, évidemment, Alex n'a pas manqué à la règle. De mon côté, mon grand-père chassait, mon père chassait, et moi j'ai commencé à chasser à l'âge de 14 ans. À l'époque où on avait encore des fusils à piston. Et on partait à la chasse à la palombe avec les appâts sur le vélo. Et puis évidemment, une fois attrapé le virus, il reste bien ancré et puis après il se développe et il se transmet. Voilà, c'est contagieux cette maladie. Mais je crois que là comme ailleurs, les jeunes générations qui sont attentives à ce qui se passe autour d'elles, dont tu fais partie maintenant, eh bien, c'est avant tout prendre après avoir constaté la passion qui t'envahit, avoir envie d'imiter, de pratiquer ce que tu observes autour de toi. Donc tu as observé que dans la famille, les grands-parents, les parents étaient eux aussi mordus de la chasse, et donc on a eu plaisir à constater que tu venais avec nous. Tu ne regrettais pas de venir partager parfois des efforts, parfois des difficultés, mais surtout savourer le plaisir d'être ensemble. C'est avant tout la convivialité, c'est avant tout tous les plaisirs naturels qu'offre la vie en général et la nature en particulier. Voilà, donc tout ça a été partagé d'abord dans la prime enfance, et puis petit à petit ça s'est développé, amplifié, jusqu'à arriver à l'âge de pouvoir le pratiquer toi-même. Et maintenant, non seulement le pratiquer, mais comme on dit souvent, maintenant les élèves ont dépassé le maître. Et donc, voilà, c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on continue à accompagner, faute de pouvoir le pratiquer autant qu'on l'a fait par une époque. Et on a eu la chance également que ce qui fait un peu défaut et ce qui peut inquiéter pour l'avenir, c'est que dans les couples, souvent les épouses ne suivent pas, alors que là, on a eu la chance, aussi bien dans la génération précédente et dans la génération avec mamie, d'avoir autour de nous des épouses qui comprenaient parfaitement notre absence pour la bonne cause, pour aller courir après le gibier, et qui n'hésitaient pas non plus à accepter de passer du temps à cuisiner pour notre plaisir commun. Le plaisir de ceux qui ne chassent pas mais qui aiment bien la venaison, et pour ceux qui également, comme à la palombière, ont la possibilité de venir accompagner toute la génération qui chasse, qui est toujours en activité et chasse. Voilà, donc cette passion, elle est tout naturellement, sans pas tellement poser de questions. Le simple fait de vivre comme on vivait naturellement en famille pendant des générations, ça s'est perpétué tout à fait naturellement. Et c'est évidemment ce qu'on essaye maintenant de transmettre aussi et de faire en sorte que ça ne s'estompe pas. Donc là on est à la palombière, donc c'est une chasse très traditionnelle en France. Donc voilà, c'est une cabane qui nous permet de faire poser les palombes et de pouvoir les tirer. Donc là on est sur le poste d'observation dans le CMRD.
Donc là, quel est l'objectif? L'objectif, c'est de pouvoir voir les palombes avant qu'elles arrivent au-dessus du bois, pouvoir les sémérer. Donc qu'est-ce qu'on appelle sémérer? C'est donc voilà, tirer sur une corde pour que le pigeon ou la palombe qui est en haut d'un des pins batte des ailes ou fasse un va-et-vient en fonction des appâts et fasse comme s'il y avait de l'activité sur le bois ou qu'une palombe était en train de se poser. L'objectif, c'est de faire exactement la même chose que ferait une palombe sauvage. Et l'objectif, c'est qu'elle vienne se poser sur notre zone, qu'on puisse après aller soit les tirer, soit jouer au sol. Donc nous, ça dépend de chaque palombière, mais nous, par exemple, on a deux types, pour différencier, on a deux types de morceaux de bois pour s'émérer. Soit on a un morceau de bois basique, c'est pour ce qu'on appelle les pigeons. Donc là, on peut donner, comme c'est de grandes actions, de grands balanciers. Au final, c'est pas le même style de sémérage. On sémère pas de la même façon. Donc ça, c'est pour le pigeon. Et tout ce qui est bouchon en liège, c'est la palombe. Donc là, il faut vraiment le faire en observant la palombe pour qu'elle donne juste le coup de battement d'aile qu'il faut. Parce que là, c'est pas des grands balanciers. Au contraire, c'est juste une plateforme qui bouge légèrement. Et donc, comme c'est une palombe sauvage qui est en haut du pin, qu'elle fasse juste ce que représente une palombe quand elle se pose. Donc là, deux parties. Le pigeon, quand les palombes sont loin, pour attirer l'attention. La palombe, quand les palombes commencent déjà à chercher à se poser. La palombe pour vraiment fixer la palombe et la faire poser sur le pin. Donc ça, c'est une petite cage qu'on a mis comme une volière qu'on a mis en place. On en a plusieurs, on en a 3. Ça nous permet de mettre les pigeons, dès qu'on descend les pigeons des pins, on les met, on enlève et on les met ici pour qu'ils puissent manger et boire durant toute la nuit et dormir donc, tranquillement. Et éviter que le renard, la fouine ou quoi que ce soit puisse les attaquer. Ils sont protégés le lendemain matin. Quand on revient pour chasser, on les a là prêts en forme et prêts à travailler avec nous. Donc ici c'est le tunnel. Dans une palombière on a plusieurs tunnels. Alors, soit on a que le sémerdé et on tire depuis le sémerdé, mais il y en a d'autres, on a des tunnels. Là on a par exemple quasiment 400 mètres de tunnel, ce qui nous permet, comme j'expliquais, que quand une palombe vient se poser dans un pin, on peut prendre les fusils, marcher dans les tunnels pour que les palombes ne nous voient pas. Et puis après, dès qu'on trouve, l'objectif c'est de trouver le pin où la palombe s'est posée, ce qui n'est pas facile. Et derrière, dès qu'on la voit, se mettre à genoux et prêt à tirer. Il se peut qu'il y ait 4-5 palombes. Si on est plusieurs, on peut tirer à plusieurs, comme c'est du plomb. Si on tire à plusieurs, c'est à l'inverse d'une carabine, on peut en tirer plusieurs à la fois. Donc là, nous on a notre code, chaque palombière a son propre comptage. Nous c'est 1, 2 et au lieu du 3 on tire. Donc ça nous est déjà arrivé de tirer jusqu'à 6-7. Maintenant on le fait moins parce que il y a eu plusieurs erreurs de tir. Parce qu'il y en a qui n'avaient pas compris, donc le temps qu'on répète, l'autre personne a tiré. Alors que là, généralement on tire à 3, 4 maximum, entre mon grand-père, mon père, moi, s'il y a 1 ou 2 invités. Donc voilà, ce qui nous permet de faire d'un coup 3-4 palombes d'un coup, au lieu de faire qu'une par une. Donc, voilà. Tout dépend des vols, tout dépend de beaucoup de choses. Donc on s'adapte. Donc ça c'est un peu le système que l'on a pour monter les pigeons en haut des pins. Alors là c'est pour l'espion, celui qu'on appelle espion, on le monte juste à notre hauteur et il va regarder, dès qu'il y a des palombes qui vont arriver, il va les suivre du regard et nous ça va nous apporter l'attention sur l'endroit où arrivent les palombes. Donc on le met ici tout simplement avec une bague et on l'attache dessous. On défait cette corde là et puis ici après on n'a plus qu'à monter ici et ici on accroche à l'ancienne avec un bois, comme ça on est sûr que c'est tendu. On fait le nœud pour le vent et puis le pigeon peut être en haut.
voilà, on est sur un petit projet que j'ai eu l'occasion de réaliser pendant presque 1 an et demi. On va venir tous les week-ends, c'est la tonne. Tonne très connue dans le sud-ouest, bon, sur toute la côte française en général. Il y a des tonnes. Ici on est un peu plus dans les terres, mais voilà, je voulais vraiment avoir sur le territoire une possibilité de chasser tout type d'animaux, que ce soit la palombière pour tirer les palombes, que ce soit la tonne pour tirer les canards. Donc ce que j'essaie de faire, c'est un 16 mètres carrés je crois, avec une zone plus cuisine. Voilà, c'est du très local, hein, c'est du basique, mais voilà, une cuisine dans laquelle on va pouvoir manger, jouer aux cartes, etc. Un canapé. Un canapé qui va nous permettre de se reposer, d'être tranquille, tout est isolé au maximum. Que ce soit une isolation, que ce soit de la moquette pour éviter de faire du bruit, parce que j'ai un étang d'1 hectare autour de moi où les canards se posent très près. Donc voilà, avec tout ce qui est électricité sur batterie forcément. Et puis la zone chasse, zone tir. Où ici voilà, on a une zone pour les armes. Donc encore une fois avec la moquette pour éviter de faire du bruit avec les canons. Tout est fait sur moquette pour réduire un maximum le son. Et voilà, nos meurtrières, nos fenêtres de tir, ce qui vont nous permettre de pouvoir tirer les canards quand ils vont se poser, ou les ragondeurs s'ils traînent un peu trop près. Et puis un lit superposé. Qui va nous permettre d'alterner, que ce soit pour dormir dans la nuit, faire des tours. Et puis pendant qu'il y en a un ou deux qui dorment, l'autre surveille. Donc voilà, c'est toujours intéressant, ou même quand on est tout seul, de pouvoir se reposer une demi-heure, 1 heure, de pouvoir se reposer en bas ou en haut. Et là on a une autre zone pour les armes. Là c'est plus pour les carabines, la 22, etc. Pour pouvoir tirer les ragondeurs. Qu'on ne mélange pas et armes, munitions, etc. Que ce soit vraiment différent. Et puis voilà, une tablette qui nous permet également de poser en toute discrétion, que ce soit les jumelles, que ce soit les stylos, les cartouches. Voilà. Ça permet d'avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir chasser le canard. Après, il y a le côté qui est moins agréable, qui est à dépecer et à mettre à la chambre froide, où le gibier reste à la chambre froide 1 semaine. 1 semaine pour que la viande se repose. Et ensuite, à moi, avec un ami qui est un ancien boucher, qui vient m'aider à découper la viande et sélectionner les bons morceaux. C'est-à-dire tout ce qui est le plus tendre pour faire différentes choses, c'est-à-dire les sauces ou les daubes en général. Ensuite, les confits de sanglier, les saucisses de sanglier, les saucisses de cerf également, pas de chevreuil, parce que le chevreuil a tendance à avoir quand même un goût un peu plus fort au niveau de la viande. Voilà. Et après, mettre en bocaux. Et là-dessus, ça ne s'arrête pas là, puisque je distribue à tout le monde 6 petits-enfants qui sont maintenant pratiquement tous en couple, dont il y a de la demande. Et en plus, je façonne toute l'année pour les pèlerins de Saint-Jacques qui vont à Compostelle, que nous accueillons, nous, ici à une petite église à côté de Saint-Gor. Ce que nous pratiquons ici, nous, ici à la maison, c'est uniquement de la viande qui a été tuée sans courir, sans être poursuivie. Voilà, uniquement à l'approche. Qui rend la viande beaucoup plus tendre, puisqu'après elle fait 1 semaine de chambre froide, qui est beaucoup plus tendre, et après je sélectionne les différents morceaux suivant la taille de la bête aussi. Parce que les morceaux que je garde très souvent, ce sont des morceaux de bêtes tendres et non de bêtes âgées. Les bêtes qui sont plus âgées, je ne les fais qu'en daube ou en sauce.
cas sur le chemin. Un jeune cadre. Il nous a vus. Parce qu'on ne s'attendait pas qu'il soit déjà sur le chemin. Et il est parti en aboyant. J'ai joué un peu avec lui au pitolo. Il n'a pas réagi, il restait dans le bois, il appelait. J'ai pas trop insisté. On a continué. Et là, j'ai aperçu juste des bois et une tête qui se secouait. Donc après ici, c'est vrai qu'il y a plusieurs options. J'ai plusieurs territoires, j'ai plusieurs zones différentes. Quand je vais à la chasse, c'est comme un coup de poker. Aujourd'hui, il faut parier sur une zone ou sur une autre. Donc il faut s'écouter, partir sur la première idée et se dire bon mais il faut aller là-bas et ne pas se dire j'aurais dû aller sur l'autre parce que sinon c'est là où on fait les choses à moitié, on essaye d'aller un peu sur une zone, voir qu'il n'y a rien, aller sur l'autre et au final on fait les choses à moitié et on n'arrive à rien. Donc là c'est vraiment, il y a tellement de zones intéressantes qu'aujourd'hui, voilà, c'est une question de poker, on parie et puis on espère que cette fois-ci on va tomber sur les chevreuils, sur le bon chevreuil pour pouvoir faire le bon prélèvement. Sensation. Il s'est mis bien de travers. Chevreuil qu'on voit à travers les bois. Autant d'une approche, on fait un peu de bruit. Bon, chevreuil nous voit, il commence à accélérer le pas. Il prend quelques rangées de péons. Puis dès qu'il a pris les quelques rangées de péons, hop, il s'arrête. Il part en direction du sale. Et puis il continue à manger, et puis il se remet de travers. C'est un jeune. Faut pas tirer que des gros, parce que sinon après on perd les gros mâles reproducteurs. Donc voilà, un jeune qui, pour bien équilibrer, c'est pas trop mal. Donc on va aller voir ça maintenant. Ben écoute, je rejoins tout à fait ce que dit Mamie, mais également, je rajouterais simplement que la chasse en dehors du loisir que l'on connaît, c'est aussi une école de la vie sur certains volets de notre vécu au quotidien. C'est-à-dire que ça fait appel à des qualités que l'on cultive à la chasse, notamment la ténacité. Et c'est celle qui rejoint très souvent beaucoup d'aspects de la vie en général. Et donc cette ténacité, on l'acquiert avec les échecs successifs, les échecs qui succèdent aux
aux satisfactions, au plaisir de la réussite, mais c'est exactement le reflet de la vie. Et sur le plan professionnel, s'il n'y avait pas eu cette ténacité que tu as su démontrer dans bon nombre de cas qu'on se remémore sur les actes de chasse, c'est 2-3 petites anecdotes, mais il y en aurait de multiples, et notamment sur le plan professionnel. Rosie parlait de la réticence au départ de Nouria, donc sa maman, et personnellement, j'avais acquis une grande confiance en disant les qualités professionnelles, on les retrouve beaucoup dans les qualités nécessaires à pratiquer la chasse. Et donc, c'est Alex décide de faire de sa profession une passion autant aussi grande qu'il l'a pour la chasse. Je pense qu'il a toutes les chances de réussir sa vie professionnelle. Et donc, autant il existe des employeurs qui recherchent des jeunes diplômés, mais malheureusement, aujourd'hui, les jeunes diplômés ne s'orientent pas beaucoup vers la chasse. Donc, Alex avait fait ce choix et j'étais persuadé qu'avec un peu de ténacité, ce qui a été le cas, il a pu faire valoir et mettre à profit donc toutes ses qualités de chasseur au service de sa vie professionnelle. Et donc je suis bien heureux de voir aussi qu'il l'a réussi, et j'espère que pour son employeur, pour tous ceux qui observent les chasseurs dans leur comportement, ils retrouvent à travers, en observant un petit peu comment Alex fonctionne, et ils s'aperçoivent que ce n'est pas du tout l'image qu'on peut se faire du chasseur à l'origine, image déformée et caricaturée.